Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, 5 morts et 37 blessés. Bilan de l'accident survenu ce matin sur la route nationale numéro 2 à la sortie de Louga. C'est un autobus en provenance du nord qui s'est couché sur la chaussée. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. Révision exceptionnelle des listes électorales. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections démarre sa campagne de supervision et de sensibilisation citoyenne. 46 superviseurs et 230 relais communautaires seront déployés sur le territoire national. Parmi les 8 recommandations formulées en vue de la présidentielle figure la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. On vous explique tout dans cette édition. Expropriation foncière à Hambourg, une centaine de familles sous la menace d'expulsion de leur habitat à Fallor. La municipalité aurait redistribué les parcelles à l'insu des occupants. Ces familles ont battu le pavé ce matin, reportage à suivre. Et puis, 1 an après la douloureuse affaire Astou Sorna, les difficultés restent les mêmes à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Selon les syndicalistes, rien n'a changé à la maternité où s'était produit le drame. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, affaire Ousmane Sonko Mambaïgnan, le procès en appel aura lieu le 17 avril prochain. En première instance, vous le savez, l'opposant avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et a payé aux plaignants 200 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Rendez-vous donc à la cour d'appel le 17 avril prochain. Le dérapage d'un autobus fatal à 5 personnes, 5 morts sur le coup. Le drame a eu lieu ce matin à l'entrée de la région de Louga sur la route nationale numéro 2. L'accident a aussi fait 37 blessés, dont 15 dans un état grave. Le point avec Tchernophal. L'accident s'est produit ce matin aux environs de 10 heures sur la route nationale numéro 2 à la sortie de Louga. Il implique un bus de transport en commun qui s'est renversé, faisant un bilan de 5 morts sur le coup et 37 blessés, dont 15 dans un état grave. Il s'agissait effectivement d'un dérapage suivi d'un renversement, faisant au total 37 victimes, dont 5 corps sans vie. 15 blessés graves et 17 blessés légers. Maintenant, toutes les victimes ont été assistées et évacuées au niveau de l'hôpital régional, des corps sans vie déposés à la morgue de l'hôpital. À l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, les familles des victimes étaient sur place pour s'enquérir de la situation. Certains sont venus pour assister un proche hospitalisé et d'autres pour les besoins d'identification des corps sans vie. Ce matin, mon frère a quitté Richard Toll pour entrer à Dakar. Et on m'a appelé pour me dire que voilà, il y a eu un accident. Donc mon frère faisait partie et malheureusement, il est décédé. Voilà, donc il y a mon frère, il y a mon papa également qui faisait partie et il y a également mon neveu. Heureusement, mon papa et mon neveu, ça va. Voilà, je suis venu d'abord pour l'identification parce que quand on m'a appelé, j'ai essayé de le joindre mais c'était compliqué, je ne pouvais pas. Donc il fallait que je vienne pour voir un peu. Abbé Benoît est également revenu sur le déroulement de l'accident. Il paraît que le camion, le bus, évitait un autre véhicule. Malheureusement, il n'a pas pu avoir la maîtrise de son véhicule. Donc c'est là la provenance de l'accident. Le bus de transport en commun avait quitté Dagana dans la région de Saint-Louis ce matin pour se rendre à Dakar. Parmi les 5 passagers qui ont perdu la vie, on compte 2 hommes et 3 femmes. Merci Tcherno. Sécurité sur les chantiers de construction. Nous vous parlions hier de l'accident causé par une grue de levage bétonnière à Dakar au quartier Sicap Liberté. Eh bien, des ouvriers pointent la vétusté du matériel, d'autres dénoncent la désinvolture avec laquelle ces machines sont souvent manipulées. C'est un reportage de Habib Faye. Impossible de circuler à Dakar sans apercevoir un bâtiment en construction. Dans ces chantiers, des grues sont installées pour faciliter la montée du matériel de travail. Seul hic,
la machine ne garantit pas une sécurité. Elle cause souvent d'énormes dégâts dans les chantiers. Le plus récent remonte ce lundi à la SICAP Liberté. Bilan de blessés. Ces accidents sont causés par la surcharge des grues. Elle fonctionne grâce à l'électricité et elle peut céder à tout moment. Parfois, c'est dû au coffrage. Certains prennent des planches, ce qui n'est pas recommandé. Ce qui est logique, c'est d'avoir des étains et d'autres matériaux de support pour sécuriser le SAFO et éviter ces accidents. Les ouvriers travaillent à plus de 30 mètres de hauteur et souvent se retrouvent dans le sous-sol. Mais ils restent inquiets. La qualité de la machine n'est pas souvent garantie. Conséquence, un accident peut survenir à tout moment, disent-ils. Notre travail demande beaucoup de concentration. La moindre négligence peut causer de graves accidents. Être au 3e, voire 4e étage sans un bon coffrage n'est pas sûr. Il faut prendre toutes les précautions et éviter ces accidents. Rien ne vaut de perdre sa vie dans de tels accidents. Pour éviter ces accidents de travail, l'État doit davantage renforcer le contrôle de ces chantiers et renforcer le contrôle de la qualité des machines. Toutefois, les élus locaux invitent le gouvernement à les impliquer dans le contrôle de ces bâtisses érigées dans leur commune. Quand il y a un problème comme ça, quand il y a ce genre d'accident, le maire, c'est le chef de famille. Il se déplace en tant que chef de famille. Et ça, c'est son rôle. Pour quand même dire que maintenant, voilà quelle est l'adaptation que nous devons faire sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, et dire qu'effectivement, il faut davantage de contrôle, davantage de renforcer le contrôle de ces chantiers, mais aussi renforcer le contrôle de la qualité des machines qui seront utilisées vraiment pour... Les grues ne cessent de faire des dégâts matériels et humains dans les chantiers. Pour éviter que le pire ne se reproduise, les ouvriers tirent la sonnette d'alarme. 46 superviseurs et 230 relais communautaires seront déployés sur le territoire national par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Le collectif a démarré sa campagne de sensibilisation et de supervision citoyenne de la révision exceptionnelle, autant pour moi des listes électorales. Parmi les 8 recommandations formulées ce matin en vue de la présidentielle figure la modification de l'article L29 et l'article L30 du Code électoral. Voici à ce propos Sadir Niass avec Cher Diop. Le COSC, fidèle à sa mission de régulateur du jeu politique, saisit cette opportunité pour présenter aux acteurs politiques les recommandations prioritaires formulées en prévision du scrutin présidentiel de février 2024, lesquels pourraient éventuellement servir de base à la concertation envisagée. 1. Comme recommandation, la prise d'initiative par le chef de l'État en vue d'un apaisement du climat politique. 2. La modification des articles L29 et L30 du Code électoral de manière à abroger la déchéance électorale automatique. 3. Assurer la traçabilité des cartes d'électeurs de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Instauration d'un système d'enregistrement et de contrôle simultané dans des parrainages. Mise en place d'une commission de réception, d'enregistrement et de contrôle du parrainage qui délivre un quitus et possibilité aussi d'ouvrir un contentieux auprès du Conseil constitutionnel. Mettre en œuvre les points de consensus actés par la commission du dialogue et les pertinentes recommandations des experts de la CENA et celles formulées par les missions d'observation électorale. La société civile, souvent accusée d'être tendancieuse dans le débat public, accusation balayée par ses membres du collectif. Notre neutralité et notre objectivité ne souffrent d'aucun doute, tranche le professeur Babacar Gueye et Moundiaï Sissé. Reportage Cher Diop, Jafarapa.
Ils sont tous des acteurs de la société civile, accusés de partialité des fois. Ils dénoncent et se lavent à grande eau. Mais ça ne nous ébranle pas. Moi, ça n'a jamais été un souci pour nous. Moi, j'ai jamais eu, par exemple, en ce qui me concerne, une carte de membre d'un parti politique. Mais nos positions, parfois, arrangent le pouvoir. L'opposition dit que nous sommes pro-pouvoir. Parfois, nos positions arrangent l'opposition. L'État pense que nous sommes des politiciens encagoulés. Mais ça ne doit pas nous ébranler. Alors, ils rappellent leur mission. Donc, la société civile a un triple rôle à jouer. D'abord, un rôle de veille, un rôle d'alerte, de dénonciation, mais aussi un rôle de contribution. Contribution à l'amélioration des politiques publiques. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de point de vue. Cela ne veut pas dire que lorsque la vérité éclate sur telle ou telle chose, qu'on ne va pas la dire. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas alerter. On alerte de temps en temps. Il nous arrive de hausser le ton aussi de temps en temps lorsque les acteurs, quels qu'ils soient, du pouvoir ou de l'opposition. La neutralité des acteurs de la société civile sénégalaise suscite presque tout le ton débat. Moundiaye Cissé demande à certains citoyens d'arrêter la polémique et faire focus sur l'essentiel. Ce pays nous appartient. On ne doit pas contribuer à sa déstabilisation. On a aujourd'hui le dialogue islamo-chrétien qui nous a préservé des dérives, qui nous a préservé des conflits religieux. On a le cousinage à plaisanterie qui nous a préservé de tout ce qui est dérives et conflits interethniques. On doit avoir le dialogue citoyen qui nous préserve de conflits politiques sanglants, comme dans certains pays. Avec le dialogue, comme nous avons toujours eu à le faire au Sénégal, on peut dépasser tous nos problèmes. Selon certains citoyens, les acteurs de la société civile ne doivent pas se prononcer que sur des questions politiques parce qu'il y a des questions qui intéressent plus la population, comme la vie chère, l'éducation, la santé et l'agriculture. Dans l'actualité politique également, le Congrès de la Renaissance démocratique engage un redressement du Sénégal pour 2024. Face à la presse, le CRD a évoqué plusieurs sujets d'actualité, dont la tension politique et la crispation dans le secteur de la pêche artisanale. Compte rendu, Maïmouna Ndiaye. Des responsables du Congrès de la Renaissance démocratique passent au peigne fin les questions d'actualité. Ils trouvent inquiétants les affrontements entre pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro. C'est la première fois que ça prend des proportions aussi graves, nous interpelle et nous montre ce que nous avons toujours dit, que la pêche artisanale, non seulement c'est un secteur extrêmement important de ce pays, 600 000 personnes travaillent dans la pêche artisanale, mais la pêche artisanale traverse des moments extrêmement difficiles. La raison est que des autorisations abusives ont été données à des bateaux chinois, coréens, pour pouvoir pêcher massivement dans les eaux sénégalaises. Il faut engager dès maintenant ce qu'il faut pour rassurer les uns et les autres, engager le dialogue et créer les conditions, effectivement, d'une relance de la pêche artisanale. Autre point abordé, la tension politique du pays et le limogeage du général Cheikh Wade. Dans cet appel du président de la République, le CRD est très clair. Il dit qu'il ne fait pas confiance au président de la République. Déjà, sur la question de la troisième candidature, il avait très clairement dit qu'il n'y avait pas droit et aujourd'hui, il est en train de revenir sur ce qu'il avait dit. Donc, il est en train de renoncer à un engagement qu'il a pris et il est en train de ne plus respecter sa parole donnée. Il faut qu'il libère les jeunes arrêtés de PASTEF. Et il faut qu'il se prononce clairement sur sa troisième candidature. Et qu'il faut qu'il arrête de vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il est important au Sénégal d'engager un agenda de redressement du Sénégal. Et c'est ce que je veux porter à la présidentielle de 2024 avec le soutien du CRD. Au niveau des valeurs, nous l'avons dit, restaurer les valeurs de patriotisme,
Et à cet effet, nous ne comprenons pas pourquoi le chef d'état-major de l'armée a été limogé brutalement, après avoir réussi sa fête de l'indépendance. En ce qui concerne l'autosuffisance en riz, l'emploi des jeunes, l'insécurité, il estime les objectifs pas atteints. Les jeunes soient capables, ils doivent être conscients, ils doivent être convaincus qu'ils sont capables de faire ce que tout le monde fait ailleurs, c'est-à-dire être capables de développer ce pays-là et de l'industrialiser. Pour cela, nous avons besoin de restaurer les institutions, de réconcilier les Sénégalais avec les institutions, l'Assemblée nationale en particulier et la justice. L'Assemblée nationale ne doit pas être un refuge de députés du président de la République. L'Assemblée nationale doit être le lieu d'impulsion de la vie politique et du contrôle des ministres et de l'action gouvernementale. Il faut s'attaquer au problème de l'emploi des jeunes. Et c'est possible. On peut le faire par l'industrialisation. Diantre, le BRT, vous importez des bus solaires, paraît-il. Mais qu'est-ce que vous avez prévu comme transfert de technologie dans ce pays? La révision des listes électorales a été aussi abordée, une occasion pour le Congrès de la Renaissance démocratique de lancer un appel au ministère de l'Intérieur et celui chargé des Affaires étrangères pour que les Sénégalais de l'extérieur puissent accomplir leur devoir civique sans difficulté, le moment venu. Merci Maimouna. Lutte contre la politisation de l'éducation et la violation du milieu scolaire. À l'initiative de la COSIDEP, syndicats, politiques et membres de la société civile ont échangé sur la problématique. L'objectif est d'amoindrir les influences négatives sur le système scolaire. Voyons tout cela avec Pape Farning et Mohamed Djeng. Pour apaiser le milieu scolaire et trouver des stratégies sur les rapports entre politique et syndicats, mais surtout élections politiques et éducation, acteurs et sociétés civiles prennent les devants pour amoindrir les conséquences. C'est à la reprise et nous avons écouté les acteurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des menaces qui planent venant du ministère de l'Éducation, mais ensuite avec des répliques d'organisations d'enseignants. Cela fait qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous devons continuer à être vigilants, à être prospectifs pour pouvoir alerter. Alerter dans le sens de dire qu'il serait essentiel que l'on puisse bien traverser ce trimestre qui nous sépare des examens de fin d'année scolaire. Même si on ne peut pas dissocier la politique et le syndicalisme, les acteurs de l'éducation excluent la politisation du milieu. Mais dans un pays qui fonctionne de façon normale tout court, qu'il y ait un calendrier scolaire et universitaire annuel, consensuel, et que les autorités éducatives et les autres parties prenantes s'en tiennent à cela, quels que soient les remous que l'on trouve par ailleurs. Anticiper des vacances à cause d'une tension politique, une situation inadmissible qui interpelle tout le monde. Les syndicats doivent continuer à porter le combat citoyen, à participer, à faire tout ce qui devrait en tout cas participer au bon développement du pays, mais aussi surtout dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et telle est notre vocation et nous y resterons. Nous avons aussi constaté récemment qu'il y a eu des dérives dans l'espace scolaire en ce qui concerne des arrestations d'enseignants dans l'espace scolaire. C'est des dérives que nous avons dénoncées. De manière collective, anciens ministres, députés, syndicalistes et sociétés civiles ont échangé sur comment sauver l'école de la politique afin de terminer le dernier trimestre, mais surtout le premier trimestre 2024, veille d'élection présidentielle. L'autre grand titre de cette édition, expropriation foncière à Mbour. Une centaine de familles sous la menace d'expulsion de leur habitat à Falor. La municipalité aurait redistribué les parcelles à l'insu des occupants. Ces familles ont tenu une marche de protestation ce matin. Reportage Naïmati Dieng, Mamadou Gueye. C'est pour mettre en garde ceux qui se disent propriétaires de leur maison. Ces habitants de Falor sont sortis massivement avec des banderoles rouges pour dénoncer ce qu'ils appellent une trahison du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, qui selon eux a illégalement vendu leurs terrains et maisons. Ils ont commandité un audit de tous les parcelles qu'ils ont eu qui se trouvent ici à Falor.
Et cet audit-là, ils ne l'ont pas fait en concertation avec la population. D'un seul coup, la mairie a commencé à redistribuer les parcelles sans aucune base, disant que les actes qui ont précédé, ces actes-là ne sont pas valables. Alors que nous avons une administration qui est une continuité. Il précise et reste convaincu qu'ils sont en règle, alors rien ne donne raison à la municipalité de Mbour d'agir de la sorte. Des gens ont obtenu des bails avec ces actes. Ces actes sont bien valables. Et d'ailleurs, même si ces actes n'étaient pas valables, la population est là. S'il y a un problème, si la nouvelle équipe juge que les actes-là ne sont pas valables, pourquoi ils ne viennent pas discuter avec la population? Ils se mettent de l'autre côté à redistribuer les parcelles qui sont là. Un forfait qu'ils ne sont pas prêts à laisser passer, ces habitants de Falokh très déterminés interpellent à nouveau les autorités concernées. Nous interpellons d'abord les autorités municipales, lui en question, de venir discuter avec la population. Nous interpellons également l'autorité territoriale, en l'occurrence le préfet. Nous interpellons le chef de l'État, M. Macky Sall. Nous interpellons son ministre de la Justice pour qu'il puisse rendre justice à la population de Falokh. Ces habitants de Falokh n'ont pas manqué de dénoncer d'autres manquements liés à l'accès à l'eau, à l'électricité et à des écoles. Et puis, 2 semaines après les affrontements survenus le long de la Falémé entre riverains autour du dragage du fleuve, le rassemblement Sauvons la Falémé se heurte au refus catégorique des propriétaires de drague d'abandonner les activités de destruction de l'environnement et de la pollution des eaux de la Falémé. Explication Ibrahima Diébakhate. Né d'une initiative des riverains du fleuve Falémé, le rassemblement Sauvons la Falémé pour dire non à la destruction de l'environnement se heurte au refus catégorique des propriétaires de dragues établis le long du fleuve. Nous sommes partis voir où sont garés les draguiers pour vérifier que leur dire a été validé, qu'ils ont validé leur dire. Donc ils nous ont tendu un piège, nous sommes tombés dans leur engrenage qu'ils ont tendu le long de la Falémé. Nous sommes rentrés dans le cul-de-sac qu'eux, ils étaient prêts de tirer. Voilà, les cartouches vides qui ont été utilisées par les draguiers. Et on a retrouvé l'autre jour, côté rive Mali, voilà, des cartons même des cartons, des balles 40 qu'on a retrouvées sur place et des chaussures, ils ont pris la fuite. Malgré les nombreuses initiatives prises de part et d'autre de la Falémé, le dragage du fleuve persiste toujours. En effet, les deux pays peinent encore à arrêter le péril écologique qui menace la survie de milliers de populations vivant de part et d'autre de la frontière sénégalo-malienne. Merci Ibrahima. Et puis l'autre grand titre de cette édition, retour sur une affaire qui avait ému tout le Sénégal, l'affaire Astou Sorna, cette dame morte enceinte à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et bien 1 an après la vague d'indignation, rien n'a changé. À la maternité, les mauvais comportements sont toujours courants selon les syndicalistes. D'autres travaux annoncés comme le bâtiment, le pôle mère-enfant, annoncé à la suite de cette affaire. Ces travaux sont loin d'être livrés. Vous avez entendu, vous avez suivi le reportage en Wolof avec Thierno Fall. Dans l'actualité également, pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les inscriptions pour le Hajj 2023 ont démarré ce matin par les examens médicaux. Près de 300 candidats seront consultés tous les jours au hangar des pèlerins ici à Dakar. Cette année de 4 200 000 francs CFA. Le prix du package Hajj est passé à 3 950 000 francs CFA, soit une baisse de 250 000 francs CFA. Reportage Fatou Bintou Conté. La visite médicale pour l'édition 2023 au lieu saint de l'islam a démarré ce mardi. Les candidats au Hajj ont pris d'assaut le hangar des pèlerins très tôt ce matin. Il y a 10 médecins qui sont là. Donc, il peut entrer dans n'importe quelle box de médecins pour se faire consulter. Et c'est à partir de ces consultations que les médecins définiront l'aptitude, ou bien l'inaptitude provisoire, ou bien l'inaptitude définitive. On essaie de checker tous les paramètres vitaux, tous les appareils physiologiques.
le cœur, tout le rein, le foie, etc. Et en général aussi, après, il y a des examens paracliniques, on fait des bilans médicaux. Ainsi, tous les jours, la commission médicale reçoit près de 300 personnes. Nous avons commencé les inscriptions ce matin et ce qui est prévu, c'est de prendre 300 personnes par jour. 300 personnes, tout le monde confondu. Délégation comme privé. Le package a connu une baisse. Au lieu des 4 millions et quelques prévus, le pèlerin va débourser 3 950 000. Cette année, avec l'appui du chef de l'État et ses instructions et le travail immense du délégué au lieu saint de l'islam en Arabie avec les partenaires arabes, on est arrivé à baisser les prix à 3 950 000 francs. Le package de cette année est à 3 950 000. Pour le délégué général au pèlerinage, de solliciter les voyagistes privés à baisser leur package afin de soulager les pèlerins. À faire des efforts pour ne pas qu'il y ait des marges énormes par rapport au prix de la DGP. Nous allons surveiller tout ça, mais nous leur demandons de participer en tant que Sénégalais pour aider le pèlerin sénégalais à pouvoir faire ce qu'il doit faire en Arabie avec le peu de moyens dont il dispose. Rappelons que cette année, le Sénégal a un quota de 12 860 pèlerins. Les privés vont convoyer les 11 000 pèlerins et la délégation générale, les 1860 restants. Au chapitre religion toujours, un concert religieux s'est tenu au Grand Théâtre ce lundi sous la présence de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'objectif de cet événement, la collecte de fonds pour la construction d'une église à Nord-Foire. Les fidèles chrétiens appelés à participer à l'élan de solidarité pour la réalisation de ce projet. L'État du Sénégal a facilité l'acquisition du terrain. Compte rendu du concert religieux, Aminata Mbaresso. Le Grand Théâtre a fait le plein des fidèles chrétiens venus répondre à l'invitation pour la collecte de fonds destinée à la construction d'une église à Nord-Foire. Avoir un lieu de culte fait partie de l'identification de communautés qui confessent leur foi. Et la communauté de Nord-Foire attend depuis assez longtemps la possibilité d'avoir un lieu de culte. Il a fallu d'abord résoudre le problème d'acquisition d'un terrain. Maintenant que le terrain a été acquis, on est dans la recherche de fonds pour construire l'église. Quand nous arrivions à Nord-Foire, il y a plus de 15 ans de cela, c'était une petite communauté chrétienne. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 chrétiens tous les dimanches que nous accueillons. 2000 chrétiens, nous avons 4 messes. Et nous avons multiplié les messes parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place. Donc nous disons que alors il faut bâtir une église de 2000 places et il y aura la place pour tout le monde. Cette édition coïncide avec la célébration de Pâques, un moment de communion, de partage et de solidarité entre fidèles chrétiens. L'appel, c'est de dire, mobilisons-nous. Nous savons que la plupart de nos fidèles sont plutôt de conditions modestes, ce qui limite évidemment leur possibilité à contribuer. Mais je pense qu'on est capable de plus de générosité que ce que l'on fait. Et donc c'est un appel à plus de générosité, même si on doit compter aussi avec des partenaires pour pouvoir relever les défis de la construction de lieux de culte. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, marraine de l'édition, s'engage à continuer les efforts pour le démarrage des travaux après l'acquisition du terrain. Le premier pas a été fait, il reste maintenant, comme a eu à le dire Monseigneur, la cotisation, la contribution des fidèles à la construction de cette église, des fidèles, des partenaires et de tous les Sénégalais. Et nous espérons qu'au sortir de ce concert, toutes les louanges, toute la prière, tous ces actes de dévotion que nous venons aussi de célébrer avec la fête de Pâques, fassent rejaillir dans notre pays beaucoup de paix. L'archevêque de Dakar, qui a présidé la cérémonie, a profité de l'événement pour appeler les fidèles chrétiens à plus de solidarité, d'entraide pour la construction de l'église de Nord-Foire. Merci Aminata. Et puis un point météo avec ces pluies hors saison qui devraient persister cette nuit encore. Vous l'avez remarqué au petit matin, des fines pluies, des averses et orages momentanés ont été notés sur une bonne partie du territoire la nuit dernière. Et bien selon la météo nationale, le phénomène est dû à des descentes d'air frais venant d'Europe mélangées à l'air chaud du Sahel. Le point avec la météo nationale. On voit que c'est une descente d'air frais qui est à l'origine de ces pluies-là.
En réalité, depuis plusieurs jours maintenant, on a constaté ces descentes d'air frais sur le littoral sénégalais. Donc à Dakar, par exemple, il faisait frais la nuit et au petit matin. Donc cette descente d'air frais qui combinée à l'air chaud qui était présent à Dakar, avec de l'humidité provenant du golfe de Guinée et de la forêt équatoriale. Donc, disons, cette association de ces trois éléments a conduit à un processus de condensation pratiquement des particules d'eau et de nuages qui se forment, des nuages pluviogènes. Et ces genres de nuages, avec ce mécanisme que je viens de décrire, nous donnent souvent des pluies hors saison. En Wolof, on le dit pluie de Hugg. Donc, c'est des pluies qui ont lieu en dehors de la saison des pluies qu'on connaît et qui se manifestent de cette façon avec des pluies faibles, mais aussi dont l'origine est la descente d'air frais venant d'Europe. Donc, des pluies relativement faibles, disons même des traces et des pluies de moins d'1 mm entre les régions centre, Dakar, Diourbel, allant vers le nord du pays, à Saint-Louis et Matam, d'une part. D'autre part aussi des pluies qui ont été notées vers le sud-est du pays, entre Kédougou, Tambacounda et Bakel. Fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM, restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.